Est-ce que je moi. Je le lance Encore le même outil pour la salle 1. Du coup, j'ai pris le lien de backup de la salle 2. Je ne sais pas si tu vois sur le tableau, j'ai fait un CTRL-X, CTRL-V. Du coup, la conférence, c'est celle-là. Non, le lien 2. Le lien de backup 2, je crois. C'est quel talent data? Qui était dans la salle 4. Comment animer? La salle 4, c'est la plus lien de ce cours. Own data. Tu vois, j'ai déplacé ça. Ouais, je l'ai collé en dessous de la salle business décision. Vas-y, tu peux retourner là. Thierry, s'il te plaît. Clique ailleurs. Tu devrais le voir là, normalement. Ok, c'est ça. C'est celui-là. Et c'est la conférence Quel talent data et comment les animer pour des projets data successful. C'est la conférence Quel talent data et comment les animer pour des projets data successful. De 14h45, salle business décision. Voilà, ça arrive, on est quasiment prêt. Ok. Ok, rafraîchis la page, Thierry, s'il te plaît. C'est de gauche. Là. Je vais vérifier si ça marche. C'est bon, c'est en live. Très bien. Ben, vous pouvez y aller, François Lecor, c'est bon. Vous êtes, le 9. Vous êtes en direct. Allez-y. Oui, vous pouvez y aller là maintenant. Allez-y. Bien. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation pour prendre la parole sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le sujet de l'humain et plus globalement du sujet des talents de la data dans des projets ou des transformations data. Alors, un petit mot sur moi. Donc, je suis François Lecor et je suis fondateur de Round Data. Round Data, c'est quoi? C'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans le succès des projets data. Et pour moi, le succès d'un projet, en fait, il tient essentiellement dans l'équilibre, finalement dans l'alignement de toutes les dimensions qui sont structurantes dans le succès d'un projet. Des dimensions et des axes de culture, d'organisation, de processus, d'architecture technique, de compétences. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on puisse faire un petit point de passage justement sur cet axe de l'humain et notamment des talents. Alors, pour démarrer, j'avais une question, alors j'attends pas de réponse non plus, mais une première question à l'audience sur finalement quelle part représente l'humain dans le succès d'un projet data à votre avis? Est-ce que c'est 10%, 20%? Est-ce que c'est 50%, 80%? Alors moi, je suis intimement convaincu que la part, elle est vraiment importante. Et j'ai du coup posé aussi la question à mon petit écosystème sur LinkedIn il y a 3 semaines, où je posais justement cette question de la part de l'humain. Et donc, ce qu'on voit, c'est que 92% sur les 143 répondants, 92% d'entre eux considèrent que plus de la moitié d'un projet data, dans son succès ou son échec, tient justement dans cette dimension de l'humain. Alors, quand on parle de talent data, il y a un premier point, c'est de pouvoir les identifier. Et puis surtout, après, l'idée, c'est de regarder quelles sont finalement les compétences qui sont derrière ces profils. Alors, le premier, la manière de présenter les choses, c'est peut-être de reprendre une chaîne de valorisation de la data assez classique, où on va partir des sujets d'architecture, où il y a besoin finalement d'un environnement technique pour héberger et structurer la data. Donc, c'est là qu'intervient le data architecte. Ensuite, on a un profil data engineer qui intervient sur une phase amont également, justement pour préparer toute la partie donnée, tirer les flux, les pipelines, et commencer à structurer la donnée, de telle sorte qu'un autre profil qui rentre en jeu, plutôt un profil de type data science, qui va commencer à donner du sens
à modéliser, à interpréter, donner du sens finalement à la donnée pour une application ou un certain nombre d'applications business. On va parler de l'alchimiste, et j'aime bien utiliser ce mot-là parce qu'il y a un tout petit peu quelque chose de magique. Et puis un petit peu plus en aval, le data analyst qui va continuer ou redonner un petit peu de sens à interpréter finalement pour des applications métiers ce qui aura été fait au niveau de la valorisation de la donnée. Et puis en aval, lorsque on a monté des algos qui sont suffisamment robustes et pertinents, eh bien on passe sur des phases potentiellement d'industrialisation où là, c'est de nouveau le data engineer qui rentre en ligne de compte et intervient complètement. Et puis dernier profil typique, on est sur quelques profils emblématiques, c'est le Chief Data Officer qui va finalement gouverner, définir la politique générale et gouverner en fait l'ensemble de cette chaîne globale de valorisation de la donnée. Et le point là, c'est simplement déjà de se dire qu'il y a un certain nombre de profils, et quand on parle de talent data, il y en a, vous voyez, un certain nombre que vous connaissez certainement. J'en ai répertorié en fait une vingtaine en complément. On va avoir des chefs de projet data, on va avoir des data stewards, on va avoir un certain nombre d'autres profils. Et le point, voilà, il est vraiment de se dire que derrière un talent data, il y en a surtout une multitude et qu'il y a une vraie nécessité d'avoir ces spécialités derrière. Et deuxième point, on le voit bien, hein, lorsqu'en termes de projet, on a besoin de traverser toutes ces phases-là, et c'est des phases typiques, hein, pas très, très exotiques, eh bien, il y a besoin de tous ces profils-là. Donc, ça nécessite aussi, derrière, d'avoir le bon environnement et le bon écosystème qui permettent que chacun, finalement, se passe quelque part le relais dans cette chaîne de valorisation. Et derrière ces profils, en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder les compétences. Les compétences data, elles sont, je ne vais pas rentrer de manière détaillée dedans, mais on va avoir des compétences selon les profils à des niveaux différents, des compétences mathématiques, des compétences informatiques, et puis des compétences davantage métiers, des soft skills. Je vais plutôt m'intéresser à cette partie soft skills sur laquelle je vais donner deux, trois éclairages. Sur cette petite cartographie, ça permet juste d'identifier au travers de ce prisme-là, sur les 8 dimensions structurantes, en quoi est-ce qu'effectivement on a des profils relativement différents en termes de savoir-faire et de savoir-être voilà, lorsqu'on compare par exemple 2 de ces profils-là, le data architecte et le data scientist. Un point important sur ces compétences-là, en termes de soft skills, il y en a 3 pour moi. La communication d'abord, qui est juste clé, surtout sur les phases, sur les profils qui sont plutôt en relation, bien sûr, avec les métiers, mais qui sont vraiment structurantes. Donc, c'est des éléments du coup de communication. Combien de fois est-ce que j'ai vu, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines, des data scientists qui montent des modèles pendant 3 mois, qui sont absolument incapables de pouvoir expliciter et clairement l'interprétabilité finalement de leur modèle, et d'être en peine de pouvoir faire adhérer ceux qui leur ont demandé, les commanditaires, le marketing par exemple, à l'utilisation finalement de ces algos. Et voilà, c'est juste voilà, quelque chose sur lequel il faut vraiment pouvoir travailler, et sur lequel, en termes de recrutement, ces capacités de communication sont vraiment importantes. Le deuxième soft skill sur lequel je voulais m'arrêter, c'est la curiosité, l'envie d'apprendre en continu. Donc là encore, il y a quelque chose de fondamental, je pense, que les talents de la data doivent avoir et doivent développer. C'est cette philosophie finalement de travail. Comment est-ce qu'on peut réussir aujourd'hui dans un monde qui va extrêmement vite, où on a des technos qui arrivent de manière régulière et des méthodologies qui arrivent à maturité de manière assez régulière également. Comment réussir à rester update et pertinent si on n'est pas tout le temps en train d'apprendre, si on n'est pas finalement tout le temps des éternels apprenants. Et puis le troisième soft skill important, c'est la créativité. Alors bien sûr, la créativité au sens de la projection de ce que je peux faire de ma data, ça c'est une chose, mais ne serait-ce que dans la manière de travailler la donnée, entre je commence à penser à quel type de données dont j'ai besoin et jusqu'à je mets en application, dans le processus même finalement de construction de l'ensemble des algos qu'on peut imaginer et développer. Eh bien, il y a besoin de toute façon d'être créatif dans la manière d'aller chercher la data, dans la manière de contourner peut-être un problème sur la qualité de la donnée. Et donc, c'est aussi dans la manière de travailler sa data une aptitude vraiment essentielle à mon sens. Donc, quand on a parlé de ces profils et des compétences surtout qui sont extrêmement importantes,
On va basculer un tout petit peu derrière sur la manière d'animer justement ces talents et les quelques enjeux qui sont associés. Alors, pour répondre à cette question, entre autres, j'ai mené une enquête auprès d'une centaine de spécialistes de la data, donc de talents. Et j'aurais posé 2 questions, notamment une qui est comment est-ce qu'ils se projetaient et qu'est-ce qu'ils attendaient finalement dans leur job en tant que spécialiste de la data. Si on revient sur la partie méthodo, donc j'ai mené cette étude-là de juin à octobre 2020. J'ai posé 2 questions. La première, que recherchez-vous en général dans un job dans la data? Et deuxièmement, quel est le genre d'événement finalement qui faisait qu'ils quitteraient leur job? Donc vous le voyez, il y a en termes de répartition, donc on va dire plutôt 3/4 de profils de type data scientist analyst, et puis à peu près 1/4 de profils davantage tech et davantage de type data engineer. On a une belle représentativité derrière des types d'interventions. Donc, on a des internes, on a du conseil, on a également des talents de la data qui sont exprimés, qui sont encore en formation, parce que c'était aussi important pour moi de voir ce que les jeunes générations qui sont à 1-2 ans de leur arrivée sur le marché pensaient, se projetaient, et puis quelques indépendants. Et puis, voilà, vous voyez également là sur la partie expérience, voilà, une représentation comme décrite sur l'expérience des différentes personnes interviewées. Donc les résultats, quels sont-ils? Les résultats, donc là ce que j'ai souhaité, alors c'était en spontané, hein, et chaque personne avait la possibilité de répondre jusqu'à 8 items différents. Donc c'était en champ libre, que j'ai recodé. Donc ce qu'on retient en termes de taux finalement de réponse, c'est que 93% des interviewés qui ont répondu ont cité l'intérêt du job en lui-même, le contenu, la mission, comme item pour répondre à cette première question de quels étaient finalement les points importants dans leur métier. 77% ont répondu la rémunération, donc évoquer le sujet de rémunération, ça ne veut pas dire que c'était le premier sujet pour eux. Et d'ailleurs, on va le voir dans la slide suivante, c'est justement typiquement pas la première question. Et fait important, c'est le troisième item, j'allais dire le plus mentionné, c'est la montée en compétences et le fait d'être et de pouvoir travailler sur des techno-updates. Vous voyez le reste des réponses qui sont citées. Mais là où c'est plus intéressant, c'est de regarder dans quel ordre, finalement, ils ont cité ces items. Donc, si je reprends, et là, du coup, c'est en orange que c'est présenté, en fait, ce qui arrive en tête de liste de manière prioritaire dans les sujets importants dans leur job, donc ça reste toujours, en plus de la pénétration, donc du coup, l'intérêt du job, mais en deuxième position, et je pense que ça, c'est assez évocateur, c'est la montée en compétences, la nécessité de tout le temps monter en compétences, être sur des technos et des choses qui se font aujourd'hui pour leur employabilité de demain et sur la performance de ce qu'ils font au quotidien. Et puis le troisième élément qui est cité en termes de priorité, c'est la liberté d'action, d'échange, la possibilité de travailler avec les métiers, d'être en interaction avec les entités IT et d'avoir cet espace de respiration et cet espace de travail. Donc, merci à tous les répondants. Voilà, si certains d'entre eux sont là aujourd'hui sur cette conférence. 5 enjeux que je vois assez clairement par rapport à ces éléments et puis par rapport à ce que j'ai pu faire et exercer en termes de mission depuis que je travaille sur ces sujets. Des enjeux au niveau des talents et des enjeux au niveau du collectif et de l'équipe. Au niveau du talent, un vrai sujet en termes d'animation des équipes, c'est commencer par faire des bons recrutements. J'allais dire l'animation et la manière de travailler ensuite et la manière d'apporter de la valeur pour ces talents va dépendre justement de leur profil. Et on l'a vu, il y a une vraie nécessité d'identifier les meilleurs et les bons soft skills d'ailleurs associés à ces compétences. Deuxième enjeu, le développement des compétences. Donc là, je vais m'appesantir un tout petit peu sur le sujet. Pour moi, c'est un élément majeur dans l'animation et dans la capacité que tous ces talents puissent être pertinents et envie de s'engager complètement dans les projets. Le troisième enjeu, c'est la fidélisation des talents. Et encore une fois, l'upskilling et le développement des compétences en continu va jouer naturellement sur la fidélisation. Et sur le plan du collectif, un enjeu, j'allais dire, dans la
tient dans la constitution de l'équipe, dans la mixité des profils et dans la manière de travailler ensemble. Et le dernier item et enjeu que je vois de manière assez nette, ça va être des enjeux autour de la place et de l'organisation de ces talents dans les entreprises, ce qui peut être un vrai sujet parfois de difficulté, en tout cas un vrai enjeu, un vrai sujet qui va jouer sur l'animation. Et si on prend juste un petit focus sur la partie recrutement, je voulais évoquer où en était le marché, finalement, non pas faire un état des lieux de la tension sur le marché, mais plutôt de se dire quelles étaient les dernières tendances. Alors, ce que je vois au travers des quatre profils phares, j'allais dire, sur lesquels j'ai envie de peser un petit peu, les data scientists, aujourd'hui, on va considérer qu'en termes de maturité du marché, on arrive à un point je veux dire, globalement de stabilisation sur la recherche des data scientists. Sur la partie data analyst, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. J'observe depuis quelques mois, ou je dirais depuis un an ou deux, une montée, je veux dire, une petite montée en pouvoir et une nécessité absolue d'avoir des data analystes partout dans les organisations, puisqu'on voit finalement qu'il y a un vrai besoin de retrouver du sens dans la capacité derrière à justement exploiter complètement la data dans une optique vraiment très opérationnelle. Donc, il y a une petite tension sur le marché là que j'observe. Et le data engineer, là, typiquement, ce qui se passe, c'est une grosse tension, bien sûr, sur le marché. Pourquoi? Notamment parce que, après avoir travaillé de manière relativement artisanale, on arrive aujourd'hui à un niveau de maturité et un nombre de cas d'usage qui sont industrialisés, qui fait qu'on a besoin, sur ces phases d'industrialisation, de plus en plus de data engineers, et avec notamment des fonctions de machine learning engineer qui sont en train de se spécialiser, de se développer aujourd'hui. Et de la même manière, en fait, les chefs de projet data et les PO data qui sont en train de, je ne vais pas dire d'envahir, mais de venir vraiment diffuser dans les équipes, parce qu'aujourd'hui, il y a besoin à la fois sur des projets assez structurés, assez structurants maintenant, grâce à cette montée en maturité sur le marché français, de gens tout simplement qui viennent je veux dire, structurer, orchestrer des projets à plus large échelle. Donc plutôt des bons signes en fait de la montée en maturité sur notre marché de ces projets. Donc 2 points extrêmement importants en termes d'enjeux. Bien définir les fiches de poste. Donc ça, je m'adresse aux managers et je m'adresse aux chasseurs notamment et aux fonctions RH, notamment sur les soft skills. Il y a vraiment un vrai travail à faire sur ce plan-là. Et deuxième point important lié au recrutement, le réflexe de l'upskilling. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher des gens à l'extérieur, regardez dans vos organisations, il y a des gens certainement très bien qui ont très envie d'apprendre et de monter en compétences. Et en plus, ça permet de pallier justement à ces difficultés de recrutement. Donc là, il y a un vrai réflexe à avoir et à faire se développer. L'animation va tenir aussi du développement des compétences. J'en ai parlé. Et peut-être qu'il y a une compétence majeure qui est justement la capacité et l'envie d'apprendre tout au long de sa vie. Ça devient vraiment déterminant. Chez Google, un tiers des ingénieurs aujourd'hui sont reskillés et reformés tous les 2 ans. Donc là, il y a encore une fois, en termes de montée en compétences, et on l'a vu dans le sondage, je le vis au quotidien, elle est juste fondamentale, cette montée en compétences. À la fois, ça permet juste de rester compétent et pertinent dans son savoir-faire. C'est aussi une clé de fidélisation des talents, on le verra après, mais c'est aussi extrêmement important. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, ça peut être aussi un levier pour pallier en fait, à cette difficulté de recrutement. Et puis, ce que je dirais également, c'est que dans la manière de monter en compétences, un effet extrêmement important, finalement, sur la possibilité non pas simplement de faire des formations one-shot, mais de pouvoir monter en compétences en équipe, en team, au travers de pas mal de dispositifs qui existent sur le marché. Le troisième enjeu, un petit focus sur la fidélisation des collaborateurs. Donc, je ne vais pas faire un chapitre dédié au sujet, mais en posant la question de ce qui faisait finalement que les talents de la data pouvaient démissionner, partir ailleurs, aller voir ce qui se passe ailleurs, même si c'est bien de regarder, ça très très bien aussi de regarder ailleurs. Premier point, c'est le défaut de management. Et ça, on le retrouve quel que soit finalement
quel que soit finalement le type de métier. Donc, ça veut dire qu'aussi, pour ces profils-là, il y a un vrai enjeu managérial. Et puis, le deuxième point, c'est cette stagnation du fait de ne pas pouvoir monter en compétences en continu. Donc, ça amène vraiment à des enjeux de repenser pour les fonctions RH et les managers complètement des stratégies RH auprès de ces populations. J'en ai bientôt terminé sur ces focus-là avant d'accueillir vos questions. Sur l'équipe maintenant, je verrai 3 points. En intra-équipe, il y a vraiment un truc à faire, c'est de pouvoir proposer finalement un environnement de travail fluide. Je vais vous citer juste un exemple autour pas du vocabulaire partagé, mais des outils compatibles. J'ai travaillé il y a encore assez récemment avec une équipe qui avait des data scientists et des data engineers et des data architectes dans la même entreprise. Il y a eu un modèle qui a été fait par un data scientist en Python, qui a été industrialisé par quelqu'un mais qui ne connaissait pas Python, qui ne connaissait que Java et Scala, et donc qui a été obligé de refondre et j'allais dire repartir quasiment de zéro pour redévelopper des choses. C'est dans la même entreprise et c'est dans la même équipe. Donc là encore, il y a vraiment besoin de travailler sur le plan managérial et de la gouvernance finalement des travaux, sur le plan à la fois de la manière de travailler ensemble, mais même juste des outils de manière à ce qu'il y ait une compatibilité finalement et un passage de relais sans couture. Un point d'inclusion aussi extrêmement important dans la manière de travailler en équipe, c'est une vraie proposition de faire immerger complètement les talents de la data sur les projets de bout en bout, les intégrer complètement. Ça développe leur motivation, ça leur permet d'être beaucoup plus pertinents lorsqu'ils sont au contact des métiers notamment, de pouvoir travailler. Et puis ça aide aussi les métiers à s'acculturer, le fait d'être complètement intégrés aux différents projets. Et mon dernier point, c'était de pouvoir permettre finalement à ces talents de ne pas être trop isolés dans une équipe. Donc il y a un vrai sujet de taille critique d'équipe, mais il y a surtout, et il faut le penser aussi sur le plan managérial et de l'organisation, la possibilité de pouvoir faire des connexions et aider à faire des connexions avec des communautés parallèles de manière à ce que ces talents puissent échanger au quotidien sur leurs problématiques techniques ou de réflexion. Et pour terminer, mon dernier enjeu, c'était un focus sur la place dans l'organisation. Donc ça, il n'y a pas de modèle idéal. En revanche, ce qui se dessine, c'est 3 modèles. Un premier modèle assez typique, et on le voit surtout sur des organisations qui sont, j'allais dire, pas forcément complètement matures sur les sujets data. On va positionner, le orange correspond finalement à l'endroit où on positionne les talents de la data. Donc, on va voir quelques talents de la data qu'on positionne côté direction marketing, quelques-uns côté sales, quelques-uns, un ou deux côté RH, etc. etc. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir une vraie proximité avec le métier. Une vraie proximité avec le métier, ça va leur permettre de pouvoir répondre de manière extrêmement agile à des questions, voilà, cœur d'activité. En revanche, la complexité, c'est qu'étant donné qu'on a découpé et complètement siloté les organisations et les petits blocs de talents, on va avoir une difficulté dans l'animation justement de ces talents. Comment est-ce qu'on fait? À part monter en méta, finalement, une organisation parallèle. Et puis, donc, deuxième modèle que l'on peut voir, hein, c'est l'opposé complètement. On va mettre tous les talents de la data dans une direction spécifique, assez souvent dans une direction tech. Donc, très bien en termes de mutualisation des équipes et de capacité d'animer. Donc, ça, c'est une vraie vertu maintenant. Et c'est vrai, assez souvent, on va dire qu'ils sont dans leur tour d'ivoire et qui ne comprennent pas vraiment le métier. Et que finalement, lorsqu'ils livrent quelque chose, c'est un petit peu à côté de la plaque. Pour partie, c'est un peu vrai. Et puis, un modèle qui se dessine finalement, et c'est ce qu'on voit dans les organisations sur ces dernières années se développer finalement, c'est la réunion de ces deux mondes-là. Donc, à la fois, quelques talents dans les différentes directions, de manière à pouvoir travailler sur des sujets plutôt de proximité, de manière relativement réactive, et puis une autre partie de la team, plutôt sur des sujets de gouvernance ou de projets plus transverses, qui va être en centrale. Alors, on se dit, voilà, c'est génial, on a trouvé la solution, sauf que non, parce qu'aujourd'hui, justement, en termes d'animation, d'alignement, d'arbitrage, il y a des couches de complexité qui apparaissent. Par exemple, typiquement, on va mettre qui à quel endroit. Typiquement, sur des sujets d'arbitrage, lorsqu'il y a par exemple un modèle à monter, est-ce que les modèles sont faits que en centrale ou est-ce qu'on ne déporte pas certaines parties de modèles qui sont réalisées dans les équipes et comment est-ce qu'on décide? Voilà, pour connaître quelques organisations qui ont muté sur ce schéma-là, ça a des vraies vertus,
Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complexité. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet des talents et de l'animation des talents de manière assez push et et voilà, en quelques minutes. Voilà, donc ça veut dire surtout en termes de conclusion, je dirais qu'il y a un vrai sujet en fait, étant donné ce monde qui est plutôt à un niveau de maturité qui est en cours de développement. Finalement, il y a des vrais enjeux et encore beaucoup de travail à faire sur le plan d'animation, sur le plan managérial et sur le plan globalement du développement de ces talents. Et vous l'aurez compris, peut-être ce sujet de développement des talents, le sujet peut-être le plus important. Donc, je vous laisse du coup, si vous en avez la possibilité, vous poser quelques questions, si on a encore un peu de temps. Tout à fait. Donc, il nous reste 2-3 minutes. On vous remercie beaucoup, François Lecor, pour cette présentation très pédagogique et très éclairante. Donc, j'ai 2 questions. Une de Hugo Hélard qui vous demande comment vous percevez les titulaires d'un doctorat EG en physique dans le recrutement des talents data. Et une seconde question de Ulrich Quenu. Quid du Data Quality Manager? Donc, vous avez à peu près 3 minutes, on va dire. D'accord, très bien. Donc, sur la première question, Hugo, comment est-ce que je perçois les titulaires de PhD en physique alors, j'ai eu assez peu finalement à embaucher ce type de profil. Donc voilà, en termes d'expérience, voilà, je vais juste m'appuyer sur ce que j'ai vu, sur les succès de certaines activités, certaines startups qui ont plutôt pas mal focusé et qui ont vraiment mis l'accent sur des profils de ce type-là. Ce que je dirais, c'est que, et pour avoir voilà, vécu aussi des choses avec quelques docteurs en physique aussi quand même, ce que je dirais, c'est que moi, j'accueille plutôt très bien finalement ce type de profil, mais à la limite tout type de profil, pour peu que ce type de profil puisse être complètement intégré, soit raccord finalement par rapport à ce qu'on en attend. Combien de fois j'ai vu des PhD se faire embaucher et partir au bout de 4 mois? Pourquoi? Parce que le deal n'était pas clean, parce qu'on a promis des choses, parce qu'a priori, il y avait plein de data à travailler et des cas d'usage géniaux, et le PhD, au bout de quelques mois, finalement, a démissionné parce que le terrain d'expression n'était pas là. Voilà. Après, effectivement, c'est des profils globalement qui ont vraiment des compétences extrêmement importantes dans des cas d'application, j'allais dire, assez spécifiques, où on a vraiment besoin de rentrer un tout petit peu plus en profondeur justement sur les couches mathématiques et j'allais dire un niveau de sophistication et de densité théorique et appliquée assez important. Donc oui, mais peut-être pas toujours à tous les endroits. Voilà, il faut juste bien doser et bien décider. Et la deuxième question, du coup, quid? Alors quid, pour répondre à une question quid, je ne sais pas comment m'y prendre, mais donc quid du data manager, si j'ai bien compris. Alors, juste pour moi, comme ça, en quelques secondes, c'est un profil extrêmement important, totalement clé. Je ne l'ai pas mentionné, effectivement, tout à l'heure. C'est pour moi les fondations et le type de compétences de profil qui est vraiment là pour soutenir, finalement, le sens de la donnée, la manière de la structurer et surtout de réussir en termes de gouvernance des données, de pouvoir s'appuyer sur un socle extrêmement utile pour derrière faire les analyses, pour derrière faire un certain nombre de... Voilà, tout ce qu'on peut faire en termes de valorisation. Donc, pour moi, un profil clé, absolument. Très bien, merci. D'autres questions une sont toute petite, apparues? Oui, ou un tout petit, comme je ne vois pas le timing, je ne sais pas trop, mais du coup, c'est écrit là, si certains ont envie en fait de pouvoir disposer de l'étude un tout petit peu plus complète, et j'ai présenté quelques éléments là, voilà, qu'ils n'hésitent pas à revenir vers moi et je leur communiquerai avec plaisir. Oui, alors si on n'a pas le temps de répondre, du moins si François Lecor n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, parce que je vois qu'elles arrivent assez nombreuses, vous pouvez réécrire à l'adresse mail qui est sous vos yeux. Et sachez que le replay du film est disponible quelques minutes après le direct. Donc, vous avez les remerciements de Hugo Hélard et de Anaïs Yen. Et puis, des questions comme les intelligences naturalistes sont-elles pertinentes pour les talents de la data, de leur prima? Que pensez-vous des petites structures et de leurs utilisations?
Vous parlez d'éviter les professionnels de la data, de ne pas rester isolés. Les collaborations entre entreprises autour de la data peuvent-elles exister? Comment? Taïrou Assouman vous demande, comme il est passionné de la data et jeune diplômé, il voudrait savoir quels sont les outils indispensables pour maîtriser, exercer un métier de data analyst. En effet, j'ai remarqué que pour lui, un même intitulé de poste, les outils demandés sont très différents. Vous avez d'autres remerciements multiples et variés. Par contre, ce que je vous propose, c'est que tous ceux qui n'ont pas eu la réponse à vos questions, que vous la formuliez en direct à l'adresse mail qui est sous vos yeux, donc flecor@round-data.com, afin que François Lecor vous réponde et puis que vous puissiez aller plus loin que juste quelques secondes sur ces questions-là. Ça me semblerait plus intéressant. Très bien. Voilà, donc en tous les cas, je vous remercie beaucoup, François Lecor. Je vous en prie. C'était très passionnant et d'ailleurs, le nombre de questions en est la preuve. Et vraiment, vraiment continuez votre discussion et vos questions entre vous, parce que c'est important que vous ayez des réponses suffisamment détaillées et non pas à la va-vite. Et là, malheureusement, comme la conférence suivante démarre dans 5 minutes, il n'est pas possible de répondre à ces questions. Donc, encore merci, François Lecor. De rien, c'était un plaisir. Voilà. Voilà. À très bientôt pour la suite des échanges. Voilà, tout à fait. Continuez vos échanges et puis rendez-vous peut-être aussi l'année prochaine. Voilà. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, je vous demande de vous déconnecter du Zoom. J'ai fait arrêter. Parfait. Et voilà. Et je coupe. Parfait. Et je vais prendre contact avec les suivants tout de suite. Au revoir. Salut. Au revoir.